Eh bien, le récit en Europe concernant cette trêve est interprété d'abord, du moins dans les médias, comme une offre à prendre ou à laisser pour les Russes. Il y avait donc beaucoup d'excitation, parce que l'hypothèse était que les Russes ne pouvaient pas accepter cela. Et une fois qu'ils ne l'acceptent pas, les États-Unis devraient s'en prendre à la Russie de manière significative. En d'autres termes, les États-Unis devraient revenir et se rallier à notre côté pour poursuivre une longue guerre à la place. Et puis il y avait Starmer, qui a intégré cela dans le récit que bien Zelensky a montré qu'il voulait la paix. Mais maintenant, Poutine ne le veut pas. Donc cela a été utilisé à toute fin utile. Mais, bien sûr, venant de Trump, autre chose est dite. Il a dit qu'il était optimiste, que Poutine respecte l'Amérique et que l'Ukraine n'aurait pas dû, selon ses mots, se battre avec un adversaire beaucoup plus puissant. Mais où se trouve la marge de compromis ici? Je suis curieux, parce que la neutralité englobe beaucoup de choses. Ce sont des garanties de sécurité. C'est la sécurité. Oui, ce sont des forces de maintien de la paix sur le terrain. Tous ces éléments sont liés à la neutralité. Bien sûr, avec les différents territoriaux, il semble y avoir un peu plus de marge de manœuvre, ou du moins il pourrait y en avoir en termes de tracé des frontières administratives. Cifrative, car Trump a dit que nous parlerons de terre et de centrales électriques. Je suppose qu'il s'agit de la centrale nucléaire de Zaporizhia, qui est sous contrôle russe, et elle est de son côté du Dniepr, un peu trop près de la Crimée. Alors, où pensez-vous qu'il y a une possibilité de trouver un compromis? Serait-ce sur l'architecture de sécurité ou comment voyez-vous, eh bien, quelle est la marge de manœuvre réelle pour les deux parties? Tout d'abord, permettez-moi de dire que ce que disent Starmer et Macron n'a absolument aucun sens pour moi. Les Britanniques ne me semblent presque jamais logiques, je dois dire, dans tout ce qu'ils disent, à cause de la belligérance, de la russophobie, du manque de sens diplomatique. Cela a 200 ans d'histoire. Et c'est très triste et irréaliste. Mais en termes d'expression de ce qui se passe réellement, c'est délirant. L'idée que Trump a fait une offre à prendre ou à laisser, et que les États-Unis allaient, je cite, rejoindre la guerre, est complètement délirante. Trump et les États-Unis ne vont pas rejoindre la guerre avec de nouveaux paquets d'aide militaire et une guerre prolongée en Ukraine. Les États-Unis, dans leurs conditions politiques, fiscales, militaires et géopolitiques actuelles, ne vont pas faire cela. Pourquoi les Européens le croient? Je ne sais pas s'ils le croient. Pourquoi ils l'expriment en public me dépasse. Car avoir tort tout le temps, comme les Britanniques et les Français, ne me semble pas être une négociation habile, une politique habile ou un marchandage habile. Je le considère donc comme de l'incompétence et de l'intransigeance, plutôt que comme une perspicacité tactique, et encore moins stratégique, de leur part. Bien sûr, tout ce que je dis pourrait être faux. Les États-Unis pourraient annoncer « Eh bien, la Russie ne bouge pas, donc nous rejoignons la guerre. » Je trouve impossible, dans le contexte de la politique américaine, des intérêts américains, de la position de Trump et des positions répétées de tous ceux qui l'entourent, de croire que quelque chose de semblable soit le cas. Donc, permettez-moi de commencer par là. Je n'accorde aucun crédit aux positions britanniques et françaises, et j'ai entendu en privé des dirigeants européens dire le contraire. Donc permettez-moi d'ajouter cela aussi. En ce qui concerne les conditions réelles pour la paix, je crois que la question de l'OTAN est sine qua non. La question de l'OTAN est, à mon avis, le casus belli fondamental. Cela remonte à 30 ans. Ce n'est pas un secret. De nombreuses fois, des responsables occidentaux ont exprimé la vérité à ce sujet. Trump a dit la vérité à ce sujet. Des responsables américains ont dit que l'Ukraine ne rejoindra pas l'OTAN. L'Ukraine ne rejoindra pas l'OTAN. Point final. Tout le monde doit comprendre cela. Cela n'arrive pas.
Que l'OTAN survive est encore une autre question, d'ailleurs. Il n'est pas impensable que dans 10 ans, il n'y ait plus d'OTAN. Mais étant donné cela, l'Ukraine ne rejoint pas l'OTAN. D'accord, passons à la suite. Qu'en est-il du territoire? Eh bien, la Crimée ne retourne pas à l'Ukraine. Elle a fait partie de la Russie pendant des siècles, jusqu'à une manœuvre plutôt arbitraire lorsque la Crimée a été offerte à une partie administrative de l'Union soviétique, c'est-à-dire la République socialiste soviétique d'Ukraine, en 1954, à l'occasion d'une célébration de 300 ans d'un traité qui avait fait, selon le point de vue russe, de l'Ukraine un subordonné de l'Empire russe en 1654. D'accord. L'Ukraine, pour d'innombrables raisons, la Crimée ne retournera pas à l'Ukraine. Point final. Ensuite, viennent les questions des régions annexées, des deux oblasts du Donbass, de Zaporizhia et de Kherson. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de marge de manœuvre et de négociation moi-même, parce que la Russie a gagné sur le champ de bataille. Si cela avait été le processus d'Istanbul en avril 2022, non. Ceux-ci ne seraient probablement pas devenus territoire russe. Il y aurait eu la mise en œuvre des accords de Minsk II dans le Donbass, et les questions de Zaporizhia et de Kherson ne seraient jamais apparues. Le camp occidental, dirigé par Biden, a été stupide. Ils ont été stupides de bloquer le processus d'Istanbul, qui aurait mis fin à ce conflit en avril 2022. Maintenant, les événements ont continué. Eh bien, les négociations sont d'autant plus difficiles sur le territoire. L'Ukraine devra céder beaucoup de territoire. Je ne suis pas dans la salle de négociation et je ne vais pas négocier de cette manière. Je dis simplement que les événements sur le terrain depuis le processus d'Istanbul ont empiré la situation territoriale de l'Ukraine. Et c'était prévisible. Et moi, vous et d'autres l'avions prédit. C'est donc triste. Si vous jouez une main perdante et que vous continuez à augmenter les enjeux, vous perdez plus à la fin. Et c'est ce qui est arrivé à l'Ukraine. Et c'était la faute de Biden et des dirigeants européens, mais surtout de l'administration Biden. Boris Johnson, qui dirigeait le Royaume-Uni en avril 2022, s'est rendu personnellement à Kiev pour leur dire de continuer à se battre et de ne pas accepter un accord qui était à portée de main. En ce qui concerne les arrangements de sécurité, les questions centrales incluent 2 points. Quelle est la situation militaire? Qui a ou n'a pas de troupes sur le terrain? Quelle est la taille des armées? Et ainsi de suite en Ukraine. Et deuxièmement, quel est le rôle de la Russie dans les arrangements de sécurité? La Russie a déclaré « Nous ne serons pas spectateurs des arrangements de sécurité, car alors vous créez un prétexte et nous revenons à la guerre. » D'autre part, la Turquie et les puissances européennes disent que cela ne peut pas être un mot vide de démilitarisation unilatérale de l'Ukraine. Il doit y avoir quelque chose de plus que cela. Mon propre point de vue que j'ai avancé depuis de nombreuses années est que cela devrait se faire dans le cadre du Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui inclurait automatiquement la Russie, mais aussi, bien sûr, inclurait de manière importante la Chine, qui est une force de stabilisation majeure pour un accord, car la Chine voudra voir un accord respecté. Et cela inclut bien sûr la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis. Ainsi, le Conseil de sécurité est un bon lieu pour les négociations, la mise en place des accords de sécurité, et souvent il y a le Conseil de sécurité, plus d'autres parties co-garanties d'un accord de sécurité. Et c'est là que cela devrait être négocié. Je trouve personnellement que l'ébauche presque finalisée de l'accord d'Istanbul du 15 avril 2022, ou le processus d'Istanbul, constitue une base pour la paix. En gros, les deux parties allaient parvenir à la paix si l'administration Biden n'était pas intervenue pour poursuivre la guerre.
Par conséquent, toutes ces questions dont nous parlons, neutralité permanente ou non-élargissement de l'OTAN, les questions territoriales et les questions de sécurité étaient presque réglées. S'il y avait eu un intérêt pour la paix de la part de l'administration américaine, ces questions restantes auraient été réglées par la diplomatie et non écartées comme elles l'ont été par la poursuite de la guerre. Nous savons donc que nous ne sommes pas loin, sauf en Europe, où la rhétorique est incroyablement enflammée et souvent obtuse, et en termes de l'unilatéralisme de Macron et Starmer, qui encourage le côté européen. On dit, d'ailleurs, je l'ai entendu plusieurs fois, et je pense que c'est peut-être souvent dit en France, eh bien, Macron a essayé, et il a été repoussé. Alors pourquoi devrait-il essayer à nouveau? Cette idée de la façon dont l'histoire s'est déroulée et comment les négociations se passent est si primitive que vous ne vous attendriez pas à ce qu'un enfant de 12 ans utilise ce genre de logique. Mais c'est en fait la logique. Il a été repoussé, il a été insulté, il a été humilié. Oh, arrêtez, vous plaisantez? Vous vous assoiriez pour négocier un arrangement sérieux? C'est mon conseil. And negotiate a serious arrangement. This is my advice.